Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Je suis Diego Candil, le directeur de la Terra Foundation for American Art Europe. Et donc c'est en tant que représentant de l'institution, partenaire de l'INHA, que je suis là pour accueillir, pour ouvrir ce Study Day, cette journée d'études organisée par Émilie Blanc, qui a été la boursière du programme de recherche que la Terra Foundation for American Art Europe a créé avec l'INHA depuis 2017. Alors, cette bourse permet, comme son nom l'indique, à un boursier de faire des recherches, mais aussi de voyager aux États-Unis pour pouvoir retrouver des œuvres originales. Je crois que le voyage a été un vrai succès, j'en ai entendu parler. Et on est particulièrement heureux à la Fondation Terra de pouvoir soutenir cela, puisque nos missions sont l'appréciation, la compréhension, le regard critique sur l'art américain historique, donc avant 1980. C'est particulièrement important pour la partie européenne de la Fondation de stimuler le regard des non-américains afin de pouvoir avoir une vision la plus complète possible et la plus riche possible, mais aussi de mettre en contexte l'art américain avec tout ce qui existe à travers le monde. On est très fiers d'avoir un grand nombre de projets, de programmes qui sont soit le soutien d'exposition, le soutien de publication. Je parlais à Michael Lelouch, là, il y a une seconde, d'un programme de traduction, de soutien de traduction de livres, qui peuvent comme ça faciliter l'accès aux ressources, l'accès aux recherches. Et évidemment, si je vais ici d'abord féliciter Émilie, qui finalise son programme, remercier en particulier l'INHA, qui a accepté d'accueillir ce programme, de permettre comme cela à ce boursier de faire partie d'une communauté. Ça, c'est, je crois, quelque chose d'extrêmement important, d'avoir aussi accès à un certain nombre d'éléments sur place. Et Elitsa Dulgerova, qui représente l'INHA, tout comme Éric de Chassé ou France Nerlich, sont pour nous des partenaires essentiels afin de continuer ce questionnement qui, on le sait d'ores et déjà, ne devrait pas finir dans un court terme. Je suis très curieux d'écouter les différentes interventions aujourd'hui, et je trouve que, en particulier, ce médium du poster, cette étude de la culture, de la politique, du mouvement de population, est quelque chose d'assez extraordinaire lorsqu'il est rapproché aussi à la création. Donc merci à vous tous. Alors bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici à l'INHA. Donc je suis Elitsa Dulgerova, conseillère scientifique du domaine 18e, 21e siècle à l'INHA. Et historiquement, c'est ce domaine qui entretient la bonne relation avec la fondation Terra Foundation for American Art, qui a pris différentes formes au fil des années. Et comme vient de le mentionner Diego Candil, depuis 2017, c'est une bourse postdoctorale qui est offerte à des jeunes chercheurs. Alors, ce qui est important de souligner, pas nécessairement français, et pas nécessairement venant de France, mais ayant soutenu une thèse en langue française. Donc, a priori, si vous avez des amis dans des pays francophones qui ont écrit des thèses en français portant sur l'art américain, peu importe dans quel coin du monde, ils sont très bienvenus à postuler pour cette bourse, qui est donc une bourse postdoctorale d'1 an. Le boursier est accueilli à l'INHA, bénéficie donc d'accès à la bibliothèque, d'accès aux besoins en ordinateur, enfin bon, des choses comme ça, mais surtout de la possibilité de présenter ses recherches au fur et à mesure, ce que Émilie a fait, et puis donc d'un accompagnement avec toute la communauté scientifique de l'INHA, qu'on vient de le mentionner à Diego Candil.
Alors moi, donc Émilie Blanc est la deuxième boursière. Hein. Donc le premier, c'était Enrico Camporese qui a travaillé sur les fonds de Annette Michelson au Getty Institute, donc une très importante critique d'art et de cinéma. Le boursier actuel, donc en ce moment, c'est Morgan Labarre, avec un projet sur art et comédie, divertissement de masse, humoriste et pratique artistique dans la région de Los Angeles entre 65 et 79. Donc c'est très intéressant la façon dont Émilie et Morgan se complètent, puisque le projet d'Émilie concernait la même région et la même période, mais par un biais très différent, puisque son projet s'intitulait donc Art visuel, celui d'Émilie, Art visuel et mouvement de libération sociale dans la région de San Francisco, l'affiche comme expression artistique et politique 1965-1975. Alors, je tiens ici à féliciter Émilie pour l'organisation de cette journée, mais aussi à exprimer tout le plaisir que j'ai eu à discuter avec elle, à la rencontrer, à suivre l'évolution de son projet, à féliciter surtout sa ténacité, sa curiosité. Et donc, Émilie, dans le cadre de cette bourse, a fait un séjour absolument remarquable de recherche en archives en Californie. Elle a découvert des documents absolument inédits. Je pense qu'elle nous en parlera aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une bourse qui répond vraiment à son objectif de donner non seulement un coup de pouce, mais vraiment d'ouvrir pour les lauréats à la fois des possibilités de voyage, mais aussi d'élargissement du réseau professionnel, ce qui est très, très, très important. Évidemment, des rencontres avec des chercheurs aux États-Unis et en France. Et la journée d'aujourd'hui en témoigne. Donc, sans plus tarder, je tiens juste à rappeler l'importance de cette bourse. Alors je pense que le concours actuel, il est clôturé puisque les délibérations se font le 4 février, donc je pense que la date limite, elle est passée. Mais c'est un concours qui est reconduit chaque année. Et comme vous le voyez, les sujets sont extrêmement variés, les approches aussi, et nous nous réjouissons de cette richesse. Voilà, donc je vous souhaite, au nom de l'Institut national d'histoire de l'art, une très belle journée d'études. Monsieur Buquet aussi, je pense que vous voulez l'un après l'autre. Ah d'accord. Ok. Vous pouvez me montrer. Dans le micro. N'hésitez pas à prendre le noir. C'est celui-ci Ou celui-ci, c'est pareil. Je sais pas ce qui sera celui-ci fonctionne. Ouais. Ça marche. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Je me pousserai pour Bon, sans plus tarder, pour tenir le timing de la matinée, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de présider cette séance et qui est consacrée effectivement aux affiches américaines des années 70 et plus particulièrement en démarrant avec Michael Lelouch qui est journaliste musical, qui a été scénariste également pour le cinéma et pour des séries télévisées. Et c'est surtout un grand passionné d'histoire du graphisme et un collectionneur. Et vous avez publié récemment, en 2018, aux éditions du Chêne, Proteste, les affiches qui ont changé le monde entre 68 et 73, et assuré le commissariat d'une exposition au MIMA à Bruxelles.
Donc voilà, donc vous allez démarrer cette matinée par la guerre du Vietnam, sujet que je suis heureuse de retrouver parce que quand nous avions moi-même organisé une exposition internationale graphique, cet épisode était absolument central pour le sujet qui nous intéresse ce matin. Donc je vous laisse la parole. Merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Émilie Blanc, évidemment, donc, pour la très bonne idée qu'elle a eue d'organiser cette journée sur l'affiche engagée aux États-Unis et pour m'avoir demandé d'y participer. Donc, j'en suis très honoré. Donc, le sujet, comme vous l'avez dit, me tient particulièrement à cœur puisque j'ai publié un livre qui s'appelle Protest et assuré la curation d'une exposition à Bruxelles qui s'appelait Get Up, Stand Up, qui présentait 450 affiches, ça c'est le livre. Et l'exposition, voilà l'affiche, au MUA, qui présentait 450 affiches. Donc pendant 8 mois, ça a attiré 30 000 visiteurs à Bruxelles. Et l'exposition doit désormais voyager aux États-Unis, notamment l'année prochaine. Donc la plus grande salle de l'exposition était consacrée à la guerre du Vietnam, car selon moi, c'est le socle sur lequel une grande partie de la contestation des années 60-70 repose, ou plutôt le terreau dans lequel s'enfoncent ses racines. Évidemment, il y avait de la contestation et de l'engagement avant le Vietnam, mais imprimer des affiches coûtait cher, donc c'était réservé à des groupes de pression bien constitués, ayant des finances. Donc, par exemple, durant les marches des droits civiques aux États-Unis, là c'est la marche de Washington de 63, on brandissait des pancartes par milliers, mais c'était des pancartes qui étaient surtout essentiellement du texte, et qui étaient imprimés par des organismes comme le SCLC de Martin Luther King ou le NAACP ou le CORE, qui étaient des organismes qui étaient quand même financés, qui avaient les moyens d'imprimer tout cela et qui les distribuaient dans les cortèges. Donc ici on a aussi par exemple le Women's Strike for Peace, donc, qui était un mouvement contre la guerre froide, la bombe atomique. Donc, et là, on est aussi face à des slogans, des affiches avec des textes et des slogans, ou alors carrément des pancartes écrites à la main, ce qui s'est fait pendant très longtemps. Et au début de la guerre du Vietnam, quelque chose a changé. Et donc, les militants, et souvent des artistes indépendants, vont se mettre à produire des affiches. Et dès le début, c'est l'image qui prend le dessus. Donc, on va s'orienter vers des affiches illustrées, des affiches images, qui vont vraiment imprimer les rétines autant que les idées qu'elles sont censées défendre. Donc, alors, comme la guerre du Vietnam a duré plus de 8 ans, donc, et produit plusieurs milliers d'affiches, le sujet est extrêmement vaste, impossible à aborder en 20 minutes. Donc, je vais donc recentrer mon approche aujourd'hui sur un aspect qui n'est pas forcément celui qui est le plus mis en lumière, mais qui est très fort à l'époque, et moins aujourd'hui. C'est le rôle des artistes donc dans la production des affiches contestataires. Et ça me permettra aussi d'aborder rapidement d'autres choses comme l'usage des symboles et l'importance de la sérigraphie et de revenir sur de nombreux événements marquants de la guerre du Vietnam. Donc pour rappel, la guerre du Vietnam, du point de vue des États-Unis, commence par des opérations terrestres et américaines, terrestres et aériennes lancées par Johnson en mars 65. Donc, dès avril 65, il commence à y avoir des manifestations à Washington très importantes. Et celle du 16 octobre 65, donc à peu près 6 mois après le début, à New York, sera le début de la prise de conscience qu'il existe déjà une frange de la population hostile à la guerre. Et ça, c'est assez nouveau. L'Amérique rentre en guerre et déjà une partie de la population est contre cette idée. Donc, c'est relativement nouveau. Donc, ce qui préoccupe les manifestants, ce sont les bombardements sur les civils vietnamiens. Donc, dans cette manifestation apparaissent 2 affiches. Voilà, on les voit aussi ici, à droite et à gauche. Donc, on le retrouve en couverture de Newsweek. Si on regarde bien, on a les 2 affiches qui sont là. 2 affiches qui sont réalisées en lithographie. Et, donc, et qui mettent l'accent sur les populations civiles vietnamiennes menacées par les raids aériens. Il faut rappeler que c'est l'opération, depuis le début de l'entrée en guerre des Américains, c'est l'opération qu'on appelle Rolling Thunder, donc où il y a 3500 raids aériens par mois, ce qui est assez inconcevable. Ça fait un raid toutes les 6 minutes, jour et nuit. Donc on a 2 affiches
Donc voilà la première, qui sont réalisées par des artistes qui mettent leur art au service de la cause pacifiste. Donc la première, elle n'a jamais été à proprement revendiquée, mais on pense qu'elle est l'œuvre d'Antonio Frasconi, qui est un artiste d'origine argentine. Donc, et là, on voit bien que la préoccupation, c'est évidemment les civils vietnamiens. La seconde affiche qui est brandie, c'est une affiche de Rudolf Baranik, donc, qui reprend un détail du Guernica de Picasso, qui est devenu, au fur et à mesure des décennies, vraiment le symbole universel des bombardements sur les civils, puisque on prétend que ce serait le premier bombardement aérien sur des civils de l'histoire. Donc Baranik et Frasconi vont s'unir ensuite un peu plus tard pour former un mouvement d'artistes qui s'appelle Hungry Arts Against War in Vietnam, et ils auront une sorte de caravane qui défilera parfois. Donc je vais m'arrêter une seconde sur la place prépondérante des artistes dans la contestation. Donc cette place prépondérante, elle s'explique vraiment pour au moins 3 raisons. Premièrement, les artistes sont formés à travailler des images à travers différentes techniques. Ça paraît bête à dire, mais c'est une évidence. Deuxièmement, ils ont du matériel à disposition dans leurs ateliers ou dans les écoles d'art. Ils ont du papier, de l'encre, des outils comme des presses litho, de la linogravure. Ils ont tous ces outils-là que la plupart des autres personnes n'ont pas. Donc, et ensuite, ils sont en prise avec la société qu'ils observent. Donc par essence, c'est le rôle de l'artiste. Et ils ont une longue histoire d'engagement politique. Donc, j'ajoute qu'ils sont aussi imprégnés de l'histoire de l'art et qui vont s'en servir pour leurs affiches. Donc je vous montre quelques exemples. Donc ça, c'était Guernica. Donc dans cette affiche, qui n'est pas signée, de 1967, l'artiste, ici, s'inspire en fait d'une affiche de propagande de la Première Guerre mondiale du peintre américain Henry Raleigh. Donc, je vous les mets les deux à côté. Alors, les teintes de ma deuxième image ne sont pas très bonnes, mais c'est quasiment les mêmes teintes, le même type de traits, même palette de couleurs, même trait tremblé, la mère qui cherche à sauver son enfant. Donc, chez Raleigh, l'idée, c'était d'échapper aux soldats allemands, et désormais, on le voit, l'horizon rougi des bombardements à l'arrière-plan. Et cette mère qui cherche à sauver son enfant, 16 enfants, puisqu'il y en a 2, il y en a même un qui est tête bêche. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une affiche d'anti-propagande. C'est-à-dire que c'est un retournement par le peuple d'une affiche officielle militant pour la guerre. Donc on va la retourner, mais pour militer pour la paix. On a une autre affiche, évidemment, célébrissime. C'est celle de James Montgomery Flagg, qui est à droite, donc mettant en scène l'oncle Sam, donc affiche de la Première Guerre mondiale aussi, et qui est reprise en 1971 donc par le Committee to Help and Sell the War, qui rassemblait beaucoup de gens, dont des publicitaires. Donc la guerre dure, là en 71, la guerre a déjà 6 ans. Donc, et l'oncle Sam est blessé, il implore de pouvoir sortir du conflit. Donc, c'est vraiment cette idée de l'Amérique blessée qu'on cherche à montrer, et pas forcément d'une Amérique grandiose, conquérante. Donc, c'est extrêmement... On casse ici un symbole. Donc, autre citation, dans cette affiche de 1968 qui reprend un détail d'une gravure de Cathy Kollwitz, donc Nie wieder Krieg, donc plus jamais la guerre. Donc l'affiche est à droite là, donc qui était vraiment une des grandes œuvres allemandes du pacifisme d'après la Première Guerre mondiale de 1922, donc et qui est reprise ici aussi dans cette affiche. Donc on sent quand même qu'il y a une culture de l'affiche et une culture de l'histoire de l'art chez les premières personnes qui font des affiches. Donc on recycle aussi d'autres images d'histoire de l'art bien plus anciennes. Donc ici, dans cette affiche-là, War is good business, invest your son. Donc la guerre est un bon business, investissez-y votre fils. Donc c'est la Pietà de Michel-Ange. Donc et c'est pas du tout neutre comme affiche. Les États-Unis sont un pays très religieux, très chrétien, et on s'adresse ici directement aux mères des soldats, donc à cette génération de parents qui sont souvent pro-guerre,
alors que leurs enfants sont anti-guerre, et en faisant référence ici au sacrifice du Christ, pour évoquer le sacrifice des jeunes soldats américains au front. Il ne faut pas oublier que l'âge moyen du soldat américain pendant la guerre du Vietnam, c'est 19 ans. Donc, il y aura quand même plus de 50 000 jeunes Américains qui mourront au front. Donc la plupart n'atteindront pas l'âge du Christ. Je reviens sur Guernica comme symbole absolu, avec l'affiche très célèbre d'un groupe qui s'appelait l'Art Workers Coalition, qui regroupait des artistes, des critiques d'art, des personnels de musée. Donc c'est une affiche qui arrive en 1969. Donc, après l'interview télévisée d'un soldat qui s'appelait Paul Medlow, qui avait pris part à l'attaque du village de Miley, donc, où 400 civils, des femmes, des vieillards, des enfants, avaient été massacrés par des soldats américains. Donc là, on a une photo du reporter de guerre Ronald Aberley, et sur laquelle on a superposé donc, une des questions qui a été posée à ce soldat Medlow lors de cette interview télévisée. Et il expliquait qu'ils avaient tué des femmes, qu'ils avaient tué des vieillards, qu'ils avaient même tué des enfants. Et on lui pose cette question du bout des lèvres, et vous avez tué aussi des bébés? Et il a répondu oui, des bébés. Donc, et l'affiche, cette affiche en fait avait été au départ commandée par le MoMA, qui voulait produire des affiches contre la guerre, mais en la découvrant, ils l'ont jugée beaucoup trop crue, très difficile, et ils ont abandonné l'idée de la présenter. Donc l'Art Workers Coalition les a produites quand même. Et lors d'une opération coup de poing le 26 décembre 1969, des militants vont la brandir devant le Guernica de Picasso. Donc de nouveau Guernica. Donc pour créer cette sorte de dialogue entre deux œuvres qui évoquent les bombardements civils. Donc pendant des années, le Guernica avait été prêté au MoMA par l'Espagne. Donc cette affiche et l'interview du soldat Medlow vont être un choc énorme. Cette interview qui passe à la télé va être un choc énorme pour l'Amérique, qui se demande à ce moment-là comment on a pu basculer dans un tel degré d'inhumanité, et qu'est-ce qu'on peut bien aller faire dans cette guerre que plus personne ne comprend. Et d'ailleurs, l'opinion publique va commencer à se retourner à partir de 70 aux États-Unis, et dans les sondages, il commence à y avoir une majorité d'Américains qui sont opposés à la guerre. Malgré tout, Nixon sera réélu en 72, mais avec une promesse justement de sortir du conflit rapidement. Donc, autre référence, dernière référence picturale, cette affiche, America is devouring its children. Donc, qui cite le Saturne dévorant ses enfants de Goya. Et donc, en plus, avec America, avec un K, qui est vraiment la connotation allemande, nazie, c'était la façon dont on l'écrivait à ce moment-là. Donc, il y a une violence là-dedans. Donc, citation de Goya. On a encore une autre affiche qui est quasiment le même slogan, America mange ses jeunes. Sa jeunesse, et qui est celle-ci produite à Boston, par un atelier populaire de la School of Fine Arts de Boston. Donc je m'arrête un petit moment sur l'atelier populaire de Berkeley. Donc beaucoup connaissent l'atelier populaire des Beaux-Arts durant mai 68, et son influence, on le sait moins, a été très importante aux États-Unis. Et les images des affiches parisiennes ont circulé largement dans les campus américains, y compris déjà pendant les événements. Donc, et la naissance de l'atelier de Berkeley, elle se fait 2 ans plus tard, en mai 70. Donc, parce que le 4 mai 70, donc à l'université de Kent, dans l'Ohio, des étudiants qui manifestaient se sont fait tirer dessus à balles réelles par la garde nationale de l'Ohio. Donc il y a eu 4 morts parmi les étudiants, qui avaient tous entre 19 et 20 ans. Et dans une réponse à cet événement, il y a eu une grève nationale étudiante qui a été décrétée. 450 établissements scolaires, y compris les professeurs, ont participé à cette grève. Et à Berkeley, donc dans la région de San Francisco, à l'université de Berkeley,
des étudiants ont décidé de monter dès le lendemain et en une seule journée un atelier de sérigraphie qui se réclamait ouvertement, ça c'est la répression, qui se réclamait ouvertement de l'atelier populaire des Beaux-Arts. Donc, et en une quinzaine de jours, ils ont produit environ 250 modèles d'affiches, tirés parfois à une centaine d'exemplaires. Donc, il y en avait, ça a été une moins grande productivité quand même qu'aux Beaux-Arts. Et ils tiraient ça souvent au dos de listings informatiques parce qu'ils n'avaient pas de papier. Donc, voilà, là on voit, ils tiraient parfois directement même dehors et ils vendaient des affiches en soutien aux étudiants qui manifestaient et pour les victimes justement de Kent State. Donc la sérigraphie, comme pour mai 68, là, permettra de produire des affiches avec des très faibles moyens donc, et d'apporter aussi immédiatement un message dans la rue en quelques heures. Parfois, juste après un événement, on peut commencer à coller des affiches. Donc c'est une immédiateté qui aujourd'hui serait, si on veut créer un parallèle, un petit peu l'ancêtre de ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, quelques minutes, quelques heures, le lendemain, on a des réponses massives à un événement. Donc, à titre d'exemple, justement pour illustrer ça voilà quelques affiches produites à Berkeley. À titre d'exemple, donc l'image phare de la fusillade de Kent State, c'est cette jeune fille qui s'appelle Marianne Vecchio, qui avait 14 ans et qui s'est retrouvée à se pencher sur le corps de Jeffrey Miller, qui était un des étudiants qui est mort sous les balles. Et cette image a fait la une de tous les journaux américains et même le tour de la planète. Et elle va devenir une véritable icône. Et on est à mi-chemin entre la Vierge éplorée, le cri de Munch, une sorte de Joconde moderne. Et donc, de très nombreuses affiches vont reprendre dans les jours qui suivent et les semaines qui suivent le visage de Marianne Vecchio et cette image qu'on va détourner. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parlerait d'un mème, mais c'est quasiment ça. C'est-à-dire qu'on réutilise à foison l'image à chaque fois pour véhiculer un message. Donc je vais me pencher aussi sur l'engagement de la part d'artistes plus reconnus. Donc, mettre son nom au profit de la contestation de la guerre sera aussi un acte très fort. Donc, un des premiers sera Georges Massunas, le fondateur du mouvement Fluxus. Donc, je ne vais pas m'étendre longuement dessus, car je sais que Benoît Buquet va nous en parler juste après. Donc, j'en dis un tout petit mot. Donc, en 1966, il présente cette affiche sans la signer, donc, qui dénonce les plus grands crimes et génocides de l'histoire, expliquant que les États-Unis surpassent tous les autres dans ce domaine. L'affiche indique, vous voyez en bas, indique déjà 6,5% des Sud-Vietnamiens qui seraient morts, et la guerre n'a commencé au moment de cette affiche que depuis 1 an. Donc son détournement du drapeau américain transforme aussi, on voit les étoiles en tête de mort. Donc c'est une idée qui avait déjà traversé l'esprit de Mark Twain, qui, pacifiste convaincu, en 1901, pendant la guerre des Philippines, écrivait qu'un jour il faudrait peindre les bandes blanches en noir et remplacer les étoiles par des têtes de mort. Donc le magazine Ramparts, qui était un magazine de gauche, en fera sa couverture en mai 68. Autre détournement du drapeau, ici on a autre attaque symbolique aussi. Donc on monte d'un cran dans la notoriété, puisque c'est Jasper Jones, en 69, un des pères du pop art américain, qui est déjà connu pour des tableaux de drapeaux et de cibles. Donc c'est une affiche pour le moratorium. Alors le moratorium, c'est le moratoire en fait sur la guerre, qui a été fait d'abord le 15 octobre 69. C'était une idée très intéressante. C'était l'idée de proposer une grève générale pour marquer son hostilité à la guerre. Donc tous les établissements scolaires, les magasins, les bureaux fermaient pendant une journée pour indiquer qu'ils étaient contre la guerre. Et si ils n'étaient pas entendus par le gouvernement Nixon, alors ce serait donc 2 jours de grève le mois suivant, et ainsi de suite, tous les mois, 1 jour de plus. Donc chez Jasper Jones, ici,
le détournement, les bandes vertes sont à la fois une référence au camouflage de l'armée et aussi au vert du dollar américain. Les bandes noires, les morts, les étoiles sont noires sur un rectangle orange. Alors le orange, ici, c'est une référence à l'agent orange, qui est une arme chimique, donc un défoliant qui est jeté sur les forêts et qui attaque aussi la peau des civils. Et au centre, pour renouer avec les cibles, si on regarde bien, ce trou blanc, comme un impact de balle, vraiment une référence à la mort. Donc l'affiche sera reproduite maintes et maintes fois, parfois distribuée dans des cortèges aussi. Donc on va retrouver ce drapeau américain, il va être malmené régulièrement pendant la guerre du Vietnam. Donc il y a une volonté de casser aussi ce symbole de liberté, de montrer le drapeau. Souvent, là on a et Marianne Vecchio et le drapeau américain. Donc drapeau qui est souvent sanguinolent, sali, n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc l'engagement des artistes plastiques américains va encore monter d'un cran en mai 70. Donc le 29 avril, donc juste avant, Nixon décide d'étendre le conflit en envahissant le Cambodge. Et 5 jours plus tard, c'est justement les événements de Kent State, la fusillade de Kent State. Et en réponse à cette escalade, les artistes américains du pavillon américain de la Biennale de Venise refusent, donc je cite, c'est marqué sur l'affiche, au gouvernement l'utilisation de leur art comme vernis culturel pour couvrir la politique d'agression impitoyable à l'étranger et l'intolérable répression à domicile. Donc, et 26 des 47 artistes décident de ne pas présenter leurs œuvres, notamment Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Rauschenberg, Frank Stella. Donc, et à la place des œuvres, ils laisseront des murs vides et cette affiche. Donc, autres artistes engagés fortement en 69, alors là vous les reconnaître, donc c'est donc John Lennon et Yoko Ono. Yoko Ono est elle-même membre de Fluxus et amie de George Massunas. Donc, et en 69, Lennon se sépare des Beatles et durant l'année 69, Lennon et Ono ont par 2 fois passé une semaine au lit devant la presse à Amsterdam et à Montréal lors de bed-ins, donc qui était l'équivalent de sit-ins, donc en signe de contestation à la guerre du Vietnam. C'est lors du bed-in de Montréal qu'il écrira Give Peace a Chance, donc qui est le célèbre hymne anti-guerre. Leur coup d'éclat graphique date de décembre, du 15 décembre 69. Les New-Yorkais vont découvrir stupéfaits en lettres géantes sur Times Square, la guerre est finie. Alors il faut comprendre aussi que ce War is Over, c'était un titre qui en général était sur la couverture des journaux, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. Donc c'est toujours ce War is Over. Donc il y a un espoir que la guerre soit finie. Évidemment, il y a un petit sous-titre, c'est If You Want It, c'est-à-dire la guerre est finie si vous le voulez. Et Joyeux Noël est signé John et Yoko. Donc l'idée, c'est vraiment dans cette affiche de mettre le public et le peuple au cœur du processus de paix. Donc de leur redonner le pouvoir sur leur vie par la contestation. C'est si vous voulez, vous pouvez contester et on peut finir cette guerre. Donc la campagne sera affichée dans 11 villes du monde. Donc ici, vous avez, là c'est les deux, ils tiennent l'affiche aussi, c'est devenu une affiche qui a été beaucoup distribuée. Là vous avez Londres, et ici vous avez Paris, ça a été traduit, l'affiche a été traduite dans différents pays. Alors c'est une opération qu'ils ont fait à leurs frais. Donc, et quand on demanda à John Lennon quel a été le coût de cette opération, il répondit « Je ne sais pas, mais c'est moins cher que la vie de quelqu'un ». Donc, autre artiste musical très engagé, John Baez. Donc, l'affiche date de 1968, la photo est signée Jim Marshall, et John Baez est entouré de ses 2 sœurs. « Girls say yes to boys who say no ». Donc, les filles disent oui aux garçons qui disent non. John Baez, c'est la grande figure de l'artiste contestataire, de la chanteuse contestataire, qui a accompagné le mouvement des droits civiques, notamment. Elle est farouchement contre la guerre du Vietnam et elle lancera notamment le mouvement de tax resistance en refusant de payer 10% de ses impôts. Elle retranche 10% de ses impôts puisque c'est la part du budget annuel qui allait à la guerre. Donc, elle se fera arrêter plusieurs fois. Elle est aussi l'épouse de David Harris, donc, qui est un des plus grands opposants à la guerre et qui fonde en 1967 un mouvement qui s'appelle The Resistance.
Et lui, il sera arrêté régulièrement, et notamment en 69, il fera 18 mois de prison et une grève de la faim. Donc voilà, là c'est une affiche où ils sont ensemble aussi. Et ce qui est intéressant dans cette affiche, c'est il faut savoir que en 67, l'armée américaine fait face à des objecteurs de conscience, des insoumis, des centaines de milliers de déserteurs. L'armée américaine parlera de quasiment 500 000 déserteurs entre 66 et 73, donc plus de 50 000 par an. Des milliers de gens seront emprisonnés, évidemment, tous risquaient la cour martiale, mais aussi ce qu'on appelle la dishonorable discharge, donc qui est un certificat de déshonneur qui est remis par l'armée et qui vous suit toute votre vie comme une sorte de tâche indélébile. Donc, et l'idée de cette affiche, c'est vraiment d'inverser le déshonneur en rendant sexy le fait de dire non. Donc, et pas dire qu'on n'est pas courageux, qu'on est lâche, mais que dire non, c'est chouette. Donc il y a aussi quelque chose d'un peu coquin et libre qui montre aussi la libération sexuelle qui démarre vraiment la même année aux États-Unis. Donc dire non à la guerre sera repris en chœur par tous les contestataires à travers le slogan « Hell no we won't go » qu'on a vu sur la première feuille. Et je termine cette sélection d'artistes engagés par un Français qui nous a quittés l'année dernière, donc Tommy Ungerer. Là, on le voit marcher dans les rues de New York. C'est une photo qui a été prise d'ailleurs par Paul Davis, qui est un très grand graphiste qui faisait partie du Pushpin Studio. Donc, en 66, il est à l'apogée de sa carrière aux États-Unis. Il a publié une dizaine de livres pour enfants, dont Adélaïde, Les Trois Brigands, La famille Melops et Jean de la Lune. Donc, lui, il a connu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de l'Alsace par les Allemands, et il est farouchement opposé à la guerre. Donc, en 67, l'université de Columbia, qui avait vu son affiche, que j'ai pas mise ici, mais Black Power, White Power, et qu'il a trouvé très intéressante, lui commande une série d'affiches contre la guerre du Vietnam. La légende veut qu'il exécute les images de la série en une seule nuit, mais Columbia finalement lui refuse les affiches, les juge trop provocatrices, trop anti-américaines, plutôt qu'anti-guerre. Donc ça leur fait peur. Et finalement, elles seront vendues par correspondance et elles vont connaître un énorme succès. Et Ungerer, là, à ce moment-là, devient vraiment cible de la CIA, qui voit en lui un ennemi du pays. Donc à l'époque, il mettait sur écoute très facilement les gens. Et ils vont même monter une opération visant à le compromettre en révélant qu'il réalisait aussi pour d'autres éditeurs des bandes dessinées érotiques. Et les gens n'avaient jamais fait le lien entre les deux. Et ils ont mis la pression sur des groupes de parents, des choses comme ça, pour dire que c'était absolument pas possible que quelqu'un qui faisait des livres pour enfants fasse aussi des livres quasi pornographiques. Le scandale est énorme et donc les éditeurs prennent ses distances avec lui. Il comprend que sa carrière est ruinée aux États-Unis. Il rentre en France. Voilà, la dernière affiche de la série, qui est assez, on comprend qu'ils ont eu du mal à l'accepter. Et aujourd'hui, ces affiches, justement, cette série d'affiches contre la guerre du Vietnam est aussi connue que ses livres et font de lui un des plus grands affichistes de la contestation du XXe siècle. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit tour d'horizon sur le rôle crucial des artistes dans les affiches de la guerre du Vietnam. Voilà, la guerre est finie, si vous le voulez. Merci. Merci beaucoup. C'est là 1 minute parce que je crois qu'il y a des questions. Et moi j'en ai une. L'affiche And Babies. Vous dites qu'elle a eu un impact. And Babies, les photos de. Oui, voilà. bien sûr. Vous dites qu'elle a eu un impact énorme. Oui. Comment vous pouvez le mesurer ? C'est extrêmement difficile parce que disons que la photographie qui a été prise par une photographe qui s'appelle Jan Van Rey, la photographie où on voit les militants tenir l'affiche devant le Guernica a beaucoup circulé. Donc ça a été quand même un énorme scandale, cette intrusion. Et finalement, le MoMA est obligé de fermer pendant une journée, alors qu'au début, ils n'avaient pas prévu de fermer.
Donc, Et ça a été relayé à la télévision, par exemple, ou pas? je pourrais pas dire si c'était, mais dans les journaux, oui, c'était Dans les largement journaux, oui, relayé, d'accord. dans les journaux. Et de toute façon, l'affiche est vraiment liée. Elle est sortie extrêmement peu de temps après l'interview de Medlow à la télévision. Et c'est l'ensemble, le visuel de cette image de Ron Eberle qui a été publié, même sans l'affiche elle-même, dans beaucoup de journaux, qui fait que cette violence en fait d'un massacre perpétré contre des civils, des femmes, des vieillards, des enfants et des bébés a été une sorte de... Ça a été la goutte de trop pour beaucoup d'Américains. Il faut penser aussi que c'est la première guerre qui a été véritablement télévisée. Donc, et au départ, le gouvernement américain était absolument persuadé qu'en montrant la guerre, ils ont envoyé même des reporters qui finançaient pour couvrir la guerre. Ils pensaient qu'en montrant la guerre, les gens seraient pour. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les gens ouvraient leur poste et voyaient des choses absolument atroces qu'ils n'avaient absolument pas envie de voir. Et en fait, ils ont fini par perdre la guerre en la montrant. Mais c'est cette image-là, cette c'est la image-là photo plutôt que l'affiche, en fait. L'affiche est un détournement qui a circulé autrement. Oui, si vous voulez, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. C'est Tout à rarement, je ne peux pas dire que c'est l'affiche elle-même. C'est l'affiche, l'interview, la photo qui a été republiée. Voilà. Non, mais c'est important d'être précis pour situer l'affiche et son poids réel dans la circulation des images et la fonction qu'elle peut avoir. Non, c'est pas, l'affiche n'a pas contribué à arrêter la guerre du Vietnam. Non, j'entends bien, mais c'est intéressant de voir le mécanisme. Excusez-moi pour cette question. Oui, une question ? Je pense que c'est égal, non? Ah bon, ok. Merci beaucoup pour cet parcours par toutes ces productions extrêmement intéressantes. Et j'ai une question parce que ça m'intéressait. Vous avez dit ça sur le cas de Tony Ungar. Donc, ça m'intéresse cette tension entre l'affiche qui est anti-guerre et qui à la fois est trop anti-américain. Parce que je trouve très intéressant que la guerre de Vietnam et la production d'affiches a fédéré un mouvement anti-impérialiste, anti-américain extrêmement fort. Et donc, si vous pourrez commenter plus sur les faits que... comment il y a une production qui est considérée suffisamment anti-guerre, mais reste encore dans les limites du patriotisme, hein, parce qu'en fait, en tête, moi, je pense que l'affiche a produit tout un langage visuel qui a fédéré les mouvements anti-américains autour du monde, hein, et Vietnam est devenu un des déclencheurs. Donc, je trouvais bien intéressant cet exemple concret. Alors, merci. Bien sûr, il y a une différence fondamentale entre les affiches qui ont été produites hors des États-Unis et celles qui ont été produites aux États-Unis. Donc il pouvait y avoir de l'anti-américanisme dans des pays étrangers, notamment en Europe, ça existait. Aux États-Unis, on peut contester la guerre sans être anti-américain. Donc il y a d'ailleurs une affiche je ne sais plus si je l'ai montrée, mais je ne crois pas, qui a été produite à Berkeley, donc, qui dit « Peace is patriotic ». Donc, qui veut renverser l'idée que être patriote, c'est être va-t-en-guerre, c'est être pour cette guerre. Donc, l'idée d'associer guerre et Amérique, pour l'Américain moyen, c'est pas forcé pour lui. C'est pas du tout ce qui se dit. Il est contre. Il peut y avoir l'idée d'être contre la guerre, mais pas forcément d'être contre son pays. Par contre, il y a un certain nombre d'artistes, un certain nombre de contestataires qui ont, eux décidé d'attaquer des symboles américains, d'attaquer l'oncle Sam, le drapeau, d'attaquer la Statue de la Liberté. Donc, mais ça, c'est pas forcément les affiches majoritaires. Si on regarde l'ensemble des affiches qui ont été produites pendant la guerre du Vietnam, ce sont des affiches qui sont quand même relativement minoritaires. Il y en a eu quelques dizaines, quelques centaines, mais sur les milliers d'affiches produites, c'est loin d'être l'essentiel. Et parfois, c'était des affiches souvent qui avaient un regard de quelqu'un de l'étranger. Parfois, c'était des gens qui étaient des immigrés, une seconde génération de personnes, ou alors un artiste carrément étranger comme Tommy Ungerer, donc qui lui pouvait avoir un regard sur pas seulement cette guerre-là, mais sur l'idée que l'Amérique incarnait parfois une idée de va-t-en-guerre. Il y avait eu
précédemment la guerre de Corée, il ne faut pas l'oublier aussi, qui avait laissé des stigmates. Donc, il faut comprendre que associer les symboles américains pour dire non à la guerre, c'était pas forcément quelque chose qui allait de soi. Donc, oui, je comprends. Je parlais du point de vue visuel. Évidemment, je comprends que pas tous les Américains étaient antipatriotes, mais je voudrais dire que c'est quand même intéressant comment les artistes ils ont utilisé ces symboles. Certains, ils ont été compris comme des affiches pacifistes, et des autres, ils ont été rapidement. Enfin, c'était très délicat la ligne entre. Et c'est ça que je voulais. Bien sûr, bien sûr. C'était ma question. Non, mais dans cette direction. Il y avait une volonté aussi de choquer en s'attaquant au drapeau, en s'attaquant on sent qu'on franchit une limite. Voilà. Une autre question, Béatrice Frankel. Si on compare avec, par exemple, l'atelier des Beaux-Arts, sur l'affichage réel de ces affiches, c'est-à-dire qu'on voit pas du tout de documents qui nous montreraient les affiches affichées, ce qui est quand même très courant dans le corpus de photos françaises. Et on a l'impression qu'elles étaient essentiellement faites pour être diffusées et vendues, et très peu affichées. Donc la question, c'est aussi, est-ce que dans les mouvements militants, il y avait cette activité d'affichage courante, qui est quand même une des grandes choses de mai 68 ? Alors, oui, les affiches de mai 68 ont été évidemment placardées beaucoup dans les rues. Mais il faut penser aussi que c'était essentiellement dans le quartier latin. Si vous sortiez ailleurs, vous n'en voyez pas dans... Oui, à chaque fois qu'il y avait un atelier populaire, mais c'était souvent autour du périmètre des universités. Ça ne voyageait pas énormément dans le reste de la ville. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Ils n'ont pas l'habitude de coller directement dans la rue. Ils sont souvent assez respectueux, et donc il y a effectivement assez peu d'images, de collages, disons spontanés dans les rues. Les affiches étaient faites pour deux choses, principalement pour faire des défilés, donc où les gens tenaient les affiches, comme on a pu le voir un petit peu. Elles étaient mises sur des pancartes, sur des piquets. Parfois, elles étaient mises autour de poteaux, de réverbères. Alors, elles n'étaient pas collées, mais elles étaient agrafées. Par exemple, les affiches de Berkeley étaient souvent agrafées dos à dos autour de piliers. Et pour éviter qu'on les affiche, que la police les arrache, il semblerait qu'il y avait eu une sorte de connivence avec certains policiers alors ça fait partie de la légende de Berkeley. J'ai posé la question à plein de gens qui étaient. C'est une sorte de légende urbaine. On ne sait pas très bien si c'est vrai, pas vrai. Il y avait un petit sigle en dessous de pas mal d'affiches qui est 4973. On ne sait pas ce que ça voulait dire. Et ça voulait dire aux policiers, attention, c'était un accord avec les policiers. S'il y a marqué 4973 en bas de l'affiche, vous ne l'arrachez pas. Donc, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, enfin peut-être qu'on le saura. Voilà, donc c'était des choses qui étaient brandies, c'était des choses qui étaient parfois agrafées, rarement collées, effectivement, et aussi utilisées dans les chambres d'étudiants, dans les campus. Il y a aussi une grande diffusion, il faut penser qu'il y a une grande diffusion, y compris parfois commerciale, parce qu'on oublie aussi le rôle d'un certain nombre d'éditeurs qui se sont mis à produire des affiches. Donc c'était une sorte de grande poster mania. Il y a d'ailleurs une couverture de Time Magazine à ce moment-là qui montre un mur à Venice Beach comme ça, où les vendeurs vendent des posters, notamment de la tête de Dylan ou de Jimi Hendrix, ce genre de choses. Et l'affiche contestataire est produite aussi commercialement, et souvent par des gens qui venaient de la gauche en fait, et qui se sont mis parce qu'ils avaient des outils pour imprimer, ils se sont mis à produire de l'affiche commerciale, et souvent elle était vendue à 50 cents ou des choses comme ça, mais ça permettait de la recevoir par correspondance, même au fin fond de l'Amérique. Vous habitiez au fin fond du Texas et il n'y avait aucune contestation du côté de chez vous, mais vous pouviez décorer votre chambre et soutenir les mouvements anti-guerre, anti-Vietnam, et donc ça c'est aussi intéressant, donc cette utilisation de l'affiche qui n'est pas forcément une utilisation dans la rue, mais aussi une utilisation pour soutenir les mouvements à l'intérieur de chez soi. Donc c'est une utilisation double. C'est un point important qu'on avait soulevé en 2015 sur le passage de la sphère publique à la sphère privée. Là, le mouvement effectivement contestataire marque vraiment une transition qui est
politiquement quelque chose sur lequel il faut s'interroger, au-delà effectivement du soutien au mouvement contestataire, du versement de 50 cents pour les le fait soutien. que les affiches sont moins dans la rue, c'est sûr que c'est un problème. Mais il faut penser quand même qu'aux États-Unis, il y avait des manifestations dans toutes les grandes villes des États-Unis régulièrement. C'était quasiment hebdomadaire. Donc pendant 8-9 ans. Donc elles étaient brandies régulièrement, les affiches. D'accord. Bon, je pense qu'on va peut-être enchaîner avec Benoît Buquet. Alors, donc Benoît Buquet, avec qui nous avons déjà eu le plaisir de travailler sur Tomaszewski, là va revenir sur d'autres sujets. Donc Benoît est maître de conférence à l'Université de Tours. Il est rattaché au laboratoire Interaction, Transfert et Rupture artistique et culturelle. Et vous travaillez principalement sur le graphisme d'exposition, de livres récents, Graphics, Art et Design graphique aux États-Unis 1960-1980, qui portent sur plusieurs artistes, dont l'un que vous allez réévoquer ici, qui est Masunas, qui vient de sortir à Tours aux presses universitaires de Tours en 2019, et un autre qui est sorti en 2015, au moment où nous faisions ensemble cette exposition, sur Art et Design graphique, essai d'histoire visuelle 1950-70. Donc voilà, je vous laisse la parole, vous allez revenir sur Georges Masunas. Oui. Hop. Il faut que je m'installe. Vous m'entendez comme ça, c'est bon? Ou il faut être plus proche? Non. Donc merci beaucoup à Émilie Blanc ainsi qu'au comité de l'INHA et de la Terra pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Après discussion avec Émilie, j'ai décidé de me concentrer principalement sur une affiche qui s'accorde d'ailleurs assez bien avec le visuel choisi pour accompagner le programme, qui est un peu partout dans l'INHA. Là, j'ai vu, il y a un chemin. Le premier tirage de cette affiche, réalisé par Georges Masunas, date de 1966. Les différentes institutions qui en conservent aujourd'hui un ou plusieurs exemplaires, souvent au sein de collections spécifiquement dédiées à Fluxus, ce qui ne va pas sans poser problème, on va le voir, l'intitule habituellement en reprenant la charge que constitue la première phrase de l'affiche, USA surpasses all the genocide records. Le titre de ma communication, Flag Protest Poster, joue avec les lettres, à une lettre près, c'était une anagramme. J'ai associé aussi ces deux mots au drapeau, flag, mais poster protest ou poster of protest, c'est une catégorie qui est documentée et qui est précisément au cœur de la journée d'études. Alors pourquoi avoir choisi cette affiche ? Il me semble d'une part qu'elle n'a pas reçu une attention soutenue, alors même qu'il s'agit d'une affiche importante. Michael Lechouche en a parlé, il a défloré un de mes effets déjà, mais c'est pas grave. J'espère en avoir d'autres. Elle est bien connue des collectionneurs, elle est maintes fois reproduite dans les catalogues et ouvrages. D'autre part, je dois avouer que c'est aussi pour moi l'occasion de procéder à une sorte d'addendum, parce que c'est une image que j'ai en effet intégrée à mon dernier livre, qui est sorti il y a très peu de temps, un peu au dernier moment, il est là. Elle s'inscrit dans une séquence en fait spécifique au sein du livre, pour accompagner une page de texte assez dense. Les graphistes d'ailleurs ont eu du mal à travailler avec les 6 images associées que j'ai données un peu au dernier moment. J'avais envie d'inscrire cette affiche dans le livre, mais c'est un petit peu elliptique, on reste sur sa fin, et c'est normal en fait, car une analyse poussée de cette affiche ne répond pas à la problématique d'un design graphique pour ou au service de Fluxus, qui est précisément la problématique du premier chapitre de mon livre. Donc aujourd'hui, je n'aurai que faire de Fluxus. Si vous voulez en savoir plus sur Fluxus et Masunas, eh ben, ce sera éventuellement au moment des questions, où vous pouvez aussi acheter le livre.
dans le catalogue de l'exposition Graphic Design in America, qui est organisée en 1989 par Mildred Friedman au Walker Art Center de Minneapolis, qui est vraiment une exposition très importante, un jalon. Au sein de la chronologie rédigée par Helen Lupton et Abbott Miller, on retrouve 2 affiches drapeaux, mais sans aucune date et sans aucun crédit, comme si elles avaient été réalisées par un anonyme. C'est assez maladroitement placé, je dois dire, puisque ça laisse penser que ces 2 affiches sont réalisées en 1969, vous voyez là, dans la... sous la présidence de Nixon. Or, ces 2 affiches datent bien de 1966. Le président d'alors était Johnson. Et elles furent réalisées assez tôt, plutôt. 1966, c'est le début de cette espèce de boom de l'affiche. Elles sont réalisées au moment même où les bombardements s'intensifient. En 1965 et plus encore en 1966, c'est-à-dire avant le massacre de My Lai en 68 et avant le moratoire dont on a parlé pour mettre fin à la guerre du Vietnam en 1969. Ces 2 autres affiches dont on a également parlé seraient beaucoup plus à même de s'accorder avec les années 69 ou 70. Ces 4 exemples d'affiches engagées, dont 3 sont des affiches drapeaux d'ailleurs, sont assez prisées des historiens de l'art. Elles appartiennent, quoi qu'on en dise, et malgré leurs différents contextes de production, à la catégorie affiches d'artistes, plasticien si on veut, même si j'aime pas trop ce mot. À tout le moins, disons qu'elles sont très liées au monde de l'art. Ça, c'est indéniable, à l'exception peut-être de celle de Maciunas, et encore. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que ce ne sont pas des affiches sorties des campus américains ou d'ateliers populaires. L'outrance textuelle et l'étrange invite, la dernière phrase, à écrire à un destinataire dont on ignore le nom, singularise cette affiche politique et idéologique. C'est parfois dans les boutiques on retrouvait cette catégorie politique et idéologique à côté de l'affiche psychédélique ou autre. Ça singularise quand même cette affiche des autres exemples contemporains imprimés aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Comment fonctionne cette affiche? Quels en sont les ressorts? Pour tenter de répondre à ces questions simples, je ne souhaite pas diviser artificiellement ce qui relèverait d'une description des formes d'un côté, d'une iconographie de l'autre ou encore d'une sémiologie. Je souhaite aussi intégrer à la réflexion la question essentielle de la matérialité et des usages, qu'il est parfois très difficile d'appréhender. On en a déjà eu un petit... Enfin, les questions posent vraiment ces difficultés à appréhender les usages de l'affiche. Je suis loin d'avoir toutes les réponses et à plusieurs moments, je me contenterai de poser des questions. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre du Vietnam, mais peut-être que certains d'entre vous seront à même d'y répondre ou d'apporter des précisions et d'échanger, ce qui est un peu le but, me semble-t-il, de toute journée d'études. Donc, l'affiche de Maciunas procède d'un trope graphique qui est bien connu. On en a eu de nombreux exemples dans le PowerPoint précédent de Michael Lelouch, le détournement du drapeau américain. Les exemples d'époque sont nombreux. Il ne s'agit ici que d'une infime sélection avec des causes assez diverses. Je ne me suis pas focalisé uniquement sur le Vietnam. Mais on en trouverait, je pense, des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Je mentionne un tout petit peu plus en détail, mais très rapidement quand même, le People's Flag Show. Donc c'est une affiche, mais qui accompagne une exposition de 1970, au sein de laquelle je ne crois pas que l'affiche de Maciunas était présentée. J'aurais bien aimé, ça m'aurait arrangé, mais les recherches ne me permettent absolument pas d'affirmer ça. L'exposition apparaît comme l'exemple le plus criant d'une volonté de disposer librement du drapeau des États-Unis, un drapeau considéré un peu comme une sorte de symbole de la droite conservatrice et des partisans pour la guerre du Vietnam par certains contestataires.
Ça, c'est très important, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette espèce de sacralisation du drapeau aux États-Unis. On s'intéresse d'ailleurs assez peu aux expressions graphiques et scripto-visuelles des partisans de la guerre du Vietnam. Alors c'est certes moins inventif d'un point de vue graphique, mais c'est pas inintéressant. Là, ce sont des photogrammes du film coordonné par marqueur Loin du Vietnam. Et c'est toujours fascinant quand il y a des manifestations filmées parce qu'on voit des usages en fait. Une histoire donc du drapeau des États-Unis et une histoire de l'outrage au drapeau serait beaucoup trop longue. Sur le drapeau d'ailleurs, je signale, ça date un peu maintenant, mais c'est tout à fait éclairant. Il y a un numéro spécial de la Revue française d'études américaines qui est paru en 1993, qui est exclusivement dédié au drapeau. Pour Machunas, dès 1966, le but était clairement de tendre à une sorte de profanation du drapeau, au sens de l'anglais desecration. Mais par des moyens graphiques, majoritairement typographiques d'ailleurs. La même année, c'est-à-dire en 1966, j'en profite au passage pour corriger la date avancée par le Centre des Arts Visuels Jonas Mekas de Vilnius, où j'ai trouvé cette image et les études préparatoires à cet imprimé. Ils disent 1966, c'est absolument faux. 68, c'est faux, c'est un imprimé de 66. Machunas le conçoit pour America Today, qui est une projection de film. Ça devait être une série, mais il n'y aura qu'une projection, notamment un film de Mekas d'ailleurs. Je trouve qu'il est difficile de qualifier cela d'affiche. Il s'agit pour moi d'un programme imprimé et il faut bien avouer que Machunas n'a jamais été un affichiste, à mon avis, un excellent graphiste indéniablement, un affichiste non. USA Surpasses All the Genocide Records est en fait l'une des rares affiches de George Machunas. Les 7 bandes rouges du drapeau américain sont évoquées par 7 lignes de texte en capitale. La police de caractère est apparemment le New Aurora, commercialisé par la fonderie allemande Weber. C'est une linéale qui était à la mode dans les années 1960. Vous avez en comparaison, même s'il y a majoritairement des bas de casse, mais c'est pas grave, une belle couverture de Hélène Lustig-Cohen, un livre sur Thomas Mann. En passant, Thomas Mann était l'un des écrivains préférés de Machunas. Donc, voilà. Petite anecdote. C'est surtout le capitaine d'industrie Félix Krull qui était un des héros de Machunas. Le choix de cette police de caractère ne signifie rien de particulier. N'allons pas faire de la sémiologie bas de gamme, de la typo. Enfin, ça connote rien. En fait, elle est grasse, elle est condensée, ce qui permet de conserver en fait une grosse quantité de rouge sur chaque ligne et ainsi de faire des stripes. Le texte des bandes rouges égrène les massacres, ici considérés par Machunas comme des génocides. Vaste débat d'historiens quand même, l'appellation génocide, qui est assez neuve à l'époque. Je ne vais pas m'engager là-dedans. Parmi la liste de Machunas, seule la Shoah fait consensus comme génocide ici. Et c'est justement le génocide axial sur lequel la charge va fonctionner. La bizarrerie ne vient absolument pas de la référence au nazisme. Ça, c'est quelque chose de très caractérisé à partir de 1965. Et ça se poursuit, et ça s'intensifiera même sous la présidence de Nixon, je crois. La référence au nazisme chez Machunas, elle est moins directe que sur l'affiche de Wes Wilson, par exemple. Alors, selon la légende, c'est sa première affiche à Wes Wilson, qui est plus connue comme un graphiste qui fait des affiches psychédéliques pour les concerts sous LSD, vous voyez. Sa première affiche, donc, il faut savoir que la phrase « Are we next ?», l'interrogative, on la doit à l'imprimeur, avec l'accord de Wilson. Chez Machunas, il n'y a pas de croix gammée ou de svastika. Son affiche est néanmoins beaucoup plus violente que celle de Wilson, car il n'y a pas d'interrogative en fait, mais c'est une affirmative doublée d'une exclamative. Ça fonctionne très différemment. La bizarrerie,
je trouve, vient de la référence à Kublai Khan, en fait. Ça, je n'ai pas croisé d'autres affiches qui comparent la guerre du Vietnam aux conquêtes de ce Khagan mongol et empereur de Chine au XIIIe siècle, qui parachève une conquête, il est vrai, faite, apparemment, selon les historiens, hein, de massacres systématiques, entreprise par Genghis Khan, qui paraît plus sanguinaire au jeu des comparaisons, et c'est quand même bien un jeu de comparaison, hein, cette affiche, mais passons. Cela permet à Machunas de créer en fait un vertige diachronique et d'internationaliser sa dénonciation des impérialismes, puisqu'il est question de ça aussi. Vient ensuite l'Espagne, la Russie et l'Allemagne. Cette affiche dénonce bien entendu la guerre du Vietnam, on l'aura compris, mais pas de façon frontale. Ça ne finit pas, par exemple, par Stop the War Now. Vous voyez, l'autre bizarrerie de l'affiche, c'est évidemment cette adresse postale en guise de chute. Il existe bien un document annexe, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs d'ailleurs, et je vais revenir plus tard sur les méthodes de calcul et les sources avancées par Machunas. Sur l'affiche, ce n'est pas une invitation au dialogue ici, ni une invitation à la participation, mais ça reste une invite. Avant d'aborder justement quelques points d'intermédialité qui sont capitales, il convient de s'attarder sur le signe que j'ai pour l'instant laissé de côté, c'est-à-dire la tête de mort avec fémur croisé. Elle connote ici à la fois la mortalité et la piraterie et vient remplacer les 50 étoiles du drapeau américain. Même si cette étude préparatoire, là, il y en a 47. Hein, mais, on n'a pas besoin de faire de l'iconographie par la bande ou de prendre des pincettes. Alors, ça a déjà été défloré, hein, mais la culture littéraire étendue de Machunas, sa réflexion sur l'américanité, son goût pour les personnages fantasques permettent de poser clairement la référence Mark Twain, et elle est ici, à n'en pas douter, consciente. Et je pense aux écrits anti-impérialistes de Twain, et plus précisément à l'essai To the Person Sitting in Darkness, à la personne assise dans les ténèbres, paru dans North American Review en février 1901. À l'époque de Mark Twain, quand il écrit cette charge, le drapeau américain comportait 45 étoiles. C'est un texte qui n'est pas si facile de lecture sans se renseigner au préalable sur la guerre américano-philippine. Il m'est impossible de rentrer dans le détail parce que ça serait trop long. Disons que les Américains ont aidé les Philippins à se débarrasser des Espagnols, puis après, ils sont allés acheter aux Espagnols la Philippine et ils se sont débarrassés de leurs anciens alliés pour occuper le territoire. Je cite seulement, on va dire, l'extrait en question de Twain. Et notre drapeau, une autre de nos fiertés, la principale, nous l'avons tant adoré. Et quand nous l'avons vu dans les pays lointains, l'apercevant à l'improviste, dans ce ciel étrange, agitant vers nous son accueil et sa bénédiction, nous avons retenu notre respiration et découvert notre tête, et nous sommes restés quelque temps incapables de parler en pensant à ce qu'il était pour nous et aux grands idéaux qu'il représentait. Il est vrai que nous devons faire quelque chose à ce sujet. Cela peut aisément se faire. Nous pouvons avoir un drapeau spécial, nos États le font. Nous pouvons utiliser simplement notre drapeau habituel, mais en peignant en noir les bandes blanches et en remplaçant chaque étoile par l'insigne des pirates. À l'aide de ces modifications suggérées, le progrès et la civilisation dans ce pays peuvent prendre essor après avoir leurré la personne assise dans les ténèbres, et nous pourrons reprendre les affaires derrière le même vieil étal. Fin de citation. Traduction française de Bernard Hopfner, dans ce livre qui rassemble plusieurs textes, La prodigieuse procession et autres charges, publié en 2011 aux éditions Agone. Le but de Machunas, le but que Machunas parvient à atteindre, ce n'est pas la rigueur du statisticien. Malgré ses efforts, je trouve que les pourcentages sont quand même bricolés à la petite semaine, qui plus est pour participer à une sorte de compétition d'éturies les plus massives et des exactions les plus immondes. Machunas aboutit surtout à une charge, peut-être dans la veine de Mark Twain.
là, en ces années de guerre du Vietnam, j'ai mis la même image, mais on assiste à une revalorisation des charges de Twain. Vous avez une référence quasi synchrone, 2 ans après, c'est la couverture du magazine Ramparts en 68, là, un double numéro. Le directeur artistique était Doug Alsturmer, et cette couverture est encore plus connue, celle où ils brûlent leurs cartes d'incorporation, les drafts. C'est pas leurs mains en fait, c'est bien leurs cartes, mais c'est pas leurs mains. Enfin, peu importe, c'est des détails qui n'intéressent personne à part moi. Mais et j'ai mis également une image d'une exposition de Stéphanie Sujiko, qui est une artiste américaine, mais qui est née aux Philippines en 1974. Donc c'est une référence beaucoup plus contemporaine, mais ça permettait de travailler un petit peu le seul motif iconographique de ce drapeau de Machunas. Il faut savoir quand même que aux États-Unis, on pouvait avoir jusqu'à 5 ans de prison pour outrage au drapeau. Ça pouvait aller jusqu'à 5 000 € d'amende. Enfin, c'est très compliqué. Et il faut attendre, je crois, 91 pour qu'on puisse brûler un drapeau impunément. Mais à vérifier le 91. Mais c'est dans les années 90 que la justice s'exprime un peu plus clairement là-dessus. Bon, donc une charge, je l'ai dit. Maintenant, on pourrait dire que ce que je viens de faire, c'est un peu la partie facile du contrat. Il me reste à appréhender la circulation, la réception, les usages, et tout ça en très peu de temps. Alors c'est plus délicat. Quant à la matérialité de cette affiche, elle a évidemment aussi son importance, parce que matérialité et circulation sont toujours intimement liées quand il est question de graphisme. Vous l'aurez compris, l'affiche a été imprimée sur une presse offset de couleur. C'est donc moins cher qu'une impression en quadrichromie. C'est plus facile à caler aussi. En revanche, je ne connais pas l'imprimeur. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des infos, mais c'est auto-édité par Machunas, vraisemblablement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas réalisé dans la cave de Machunas ou encore une fois dans un atelier clandestin ou populaire. En impression offset, les machines sont complexes, il faut flasher des plaques, et il faut un conducteur offset éventuellement. Ça a son importance et les tirages sont plus grands. Donc, Machunas est un habitué de l'impression. Il n'est pas du tout imprimeur, mais il a une formation de graphiste, notamment à la Cooper Union, qui est une école très prestigieuse à New York. À ma connaissance, il ne s'est jamais exprimé publiquement sur cette affiche. J'ignore également le tirage exact, mais puisque c'est de l'offset, c'est très clairement un tirage à plusieurs milliers d'exemplaires. Alors, y a-t-il eu un retirage de couleur en 68 ou 69 ? Je ne sais pas. Celui-là, ouais. Mais et il est plus tardif et il est dans un plus petit format, une couleur seulement, imprimé en Allemagne, à Stuttgart. Cette nouvelle version, réalisée avec l'accord de Machunas, c'est l'occasion d'une mise à jour d'un des pourcentages, puisqu'on passe de 6,5 à 9,5%. Plusieurs documents, d'ailleurs, permettent d'attester la circulation de cette affiche en Allemagne et en Italie. Là, on en est sûr. Elle n'a pas été cantonnée aux États-Unis. Mais c'est sûrement un petit peu plus tardif. Revenons à celle de 66 qui m'intéresse. Les calculs et les références existent bien. Ils sont composés vraisemblablement sur l'IBM Executive pour l'un et sur l'IBM Selectric pour l'autre de Machunas. Machunas et sa machine à écrire, c'est tout un poème là aussi. Et c'est très important pour comprendre son rapport au graphisme et tout simplement à la production visuelle. On ne va pas rentrer dans le détail, parce que c'est assez ennuyeux d'ailleurs. L'une des sources principales qui a avancé, c'est le livre des époux Wojtyński, je prononce sûrement très mal, World Population and Production Trends and Outlooks de 53. Alors, j'ai pas lu tout le livre, vous pensez bien, parce que c'est que des statistiques, c'est énorme. Mais c'est ce livre qu'il utilise pour bricoler ces pourcentages. Concernant le Vietnam, c'est majoritairement des données trouvées dans des articles du New York Times, un petit peu The Nation, des déclarations du gouvernement et des hôpitaux aussi. Le sérieux du travail de Machunas, parce que c'est quand même sérieux, ça fait sérieux, même si on ne s'improvise pas statisticien, jette un trouble. Le texte est signé aussi Georges Machunas, contrairement à l'affiche. La signature vient donc dans un second temps. Maintenant, ces documents étaient-ils envoyés exclusivement si le regardeur en faisait la demande via le P.O. Box ? Je ne sais pas.
Je suis désolé de dire je ne sais pas beaucoup. Hein, là, mais Machunas a-t-il reçu beaucoup de demandes? Je ne sais pas. Les documents étaient-ils parfois vendus avec l'affiche? Je ne sais pas. C'est ce que Michael Lelouch semble suggérer dans les quelques lignes consacrées à cette affiche dans le livre. Je ne sais pas si vous avez des informations à avoir. Je sais que le petit test statistique parfois était donné. Je sais juste ça. J'avais trouvé un endroit, je recherche. Je sais qu'ils avaient tendance à plus distribuer en fait, la statistique finalement que l'affiche. Donc, ils en avaient probablement tiré énormément et c'était un petit document. Cette affiche était-elle vendue? Là, très certainement, hein, ça fait même aucun doute. Elle se conforme en cela à certains modes de diffusion de l'affiche contestataire. Hein. Où était-elle disponible? C'est difficile à répondre. On pouvait acheter des affiches, on le sait, en librairie ou dans des boutiques même spécialisées avec des dispositifs dédiés. Des catégories. La source la plus précise me semble toujours être les écrits d'Alvin Kunzel. Je renvoie donc aux écrits de ce, je sais pas, témoin qui a très tôt souhaité historiciser ce moment et qui voit déjà à la toute fin des années 60 la fin d'un premier âge de la contestation, avant la fin de la guerre du Vietnam, la contestation graphique, avec l'arrivée du graphisme psychédélique qu'il juge assez sévèrement. Que pouvait-on faire avec l'affiche de Machunas? Bon, la coller dans la rue, je n'ai aucune preuve. Je n'ai jamais vu aucune photo ou aucun témoignage. L'utiliser dans une manifestation, c'est-à-dire un usage mobile, je n'ai aucune preuve de ça non plus. L'afficher chez soi, vraisemblablement, oui, c'est ça en fait. Ou dans le local, ou enfin dans un intérieur en tout cas. Certaines affiches contestataires sont destinées aussi aux intérieurs et en aucun cas réservées à la rue. Il serait bon dans le cadre des échanges de poursuivre un petit peu et de parler du mot français poster. Je pense que là se joue quelque chose d'extrêmement important dans l'étude des circulations. Machunas avait mis un système de vente par correspondance pour Fluxus, donc on imagine qu'il avait aussi mis en place pour cette affiche. Ça s'appelle Flux Shop and Mail Order House et c'est forgé à l'image des premières maisons de vente par correspondance américaines incarnées par Montgomery Ward ou Richard Sears, mais avec pour but chez Machunas de subvertir le système marchand. Mais selon John Hendricks, dans la somme Fluxus Codex, que les gens qui ont travaillé sur Fluxus connaissent, l'affiche n'est mentionnée qu'une fois, selon lui, dans un catalogue de vente Fluxus, et sans être vraiment relié à Fluxus, puisque c'est un peu l'idée qui était à l'époque chez Machunas, c'est de créer une autre branche, une division qui s'appelle Implosion Inc. Et on peut dire que cette affiche serait un peu un stimulant pour créer Implosion Inc. avec Robert Watts et Herman Fines. Et d'ailleurs, les P.O. Box de ces cartes de visite, elles ne sont pas massicotées encore, mais sont les mêmes que la P.O. Box qui est sur l'affiche de Machunas. Donc, mais il n'avait pas des cases postales, en fait, pour chaque... il en avait une. Implosion Inc. sera un échec absolument patent. Voilà. Je crois qu'après son titre, on n'entend plus parler. Sur le marché ou dans les collections, on la trouve aujourd'hui parfois signée par John Lennon et Yoko Ono notamment, mais pas que. À la Fondazione Bonotto, par exemple, elle est signée par 4 artistes Fluxus, cette affiche. En tout cas, il semble que l'affiche pouvait s'offrir aussi à qui voudrait l'endosser. Le placard doit en partie sa renommée à la médiatisation de John Lennon et Yoko Ono. On pourrait presque s'autoriser à dire ici qu'avec Lennon et Ono, il s'agit aussi de s'afficher. Je suis étonné de n'avoir jamais lu aucun rapprochement avec cette autre image. C'est un peu comme si le couple Lennon-Ono rejouait la photographie montrant Bob Dylan et John Bess autour de l'affiche Protest Against the Rising Tide of Conformity de Seymour Quast, un graphiste important lié au Pushpin Studio, avec notamment Milton Glasser à l'époque. Il convient néanmoins d'insister sur un détail. John Bess oblitère une bouteille de gin, l'alcool, de la marque anglaise Booth Gin, qui occupe 1/3 de la longueur de l'imprimé dans la partie inférieure droite. Le corps de Bess exauce en fait le désir d'autonomie
d'une affiche qui sera ensuite débarrassée de l'image du produit alcoolisé, devenue peut-être encombrante, mais qui est toujours au service de la marque Boost Gin, quand même. Ainsi recadrée, elle peut s'inscrire beaucoup plus aisément aux côtés de l'affiche War is a good business, invest your son, qui était un slogan qui circulait, qui était sur des buttons, là, et qui a été repris notamment aussi par Allen Ginsberg dans un poème. Donc là, c'est une affiche de 68 qui est une commande à Seymour Quast. Ce dernier message reste néanmoins moins à même de devenir un imprimé publicitaire bon ton, comme l'était quand même la première affiche. L'affiche drapeau de Machinas contraste cependant fortement avec celle de Quast, avant tout par l'extrême violence et son ironie, mais dans les deux cas, une sorte de double déictique corporelle renforcée par le pouvoir iconique des vedettes enserre et supplée l'imprimé. Ces quelques exemples rappellent que la circulation des images est toujours prise dans un jeu complexe et échappe à un seul design, aussi contrôlant ou coordonné soit-il. Et pour dire 2-3 mots pour conclure rapidement, parce que je crois que j'ai dépassé mon temps, pour résumer, disons que cette affiche me paraît quasiment un apax, en fait. Elle ne gagne clairement pas à être analysée au sein d'un corpus d'œuvres estampillées Fluxus, je crois que c'est très clair. Elle doit plutôt être placée dans une histoire de l'affiche et de l'imprimer pendant et en lien avec la guerre du Vietnam. Et si elle n'est pas signée, on reconnaît néanmoins aujourd'hui l'acidité de Machinas. Est-ce qu'on peut parler d'humour? C'est quand même un peu... Je sais pas. Je ne crois pas. Mais, et même s'il y avait une P.O. Box qui invite à entrer en contact, cette affiche n'en reste pas moins autoritaire. Hein. Les imprimés annexes rédigés par Machinas n'engagent pas la conversation. Je dis cela parce que j'ai hésité à choisir une autre affiche pour en faire toute ma communication. C'est de Sheila Levant de Bretteville, un petit peu plus tardive, qui n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam, cette affiche. Et puisque j'ai beaucoup d'informations précises à ce sujet, les tirages, les diffusions, etc. Mais c'est tout l'inverse qui se joue ici. C'est un tout autre mode de conscientisation. Je crois que c'est aussi ça qui est à l'œuvre, au sens où l'entendait peut-être Paulo Freire. Mais c'est une autre histoire qui nous mènerait vers un autre moment décisif de l'engagement des années 60 et 70, le féminisme. Mais voilà, moi je m'arrête là. Merci. De la part de Lennon et Yoko Ono d'avoir fait cette... Lennon est exactement la même position, Lennon étant chanteur, c'est totalement conscient et je crois même que les indices sont dans la robe de Yoko Ono. Elle a exactement la même fleur imprimée sur sa robe que celle que tient, à mon sens c'est une évidence. Mais c'est vrai que c'est pas forcément... c'est la première fois effectivement que je vois les deux photos mises en relation. Ça marche très bien en tout cas, ça c'est sûr. Oui, non, parce que, voilà. Ah oui, d'accord. C'est celle-ci la bonne. Oui. Sur l'imprimé du t-shirt, et là il y a... Ah bah pour moi c'est... Il faut savoir qu'il y a aussi une autre photo, ils sont tous les deux, mais c'est un peu moins... ils sont un peu moins cadrés, on va dire, et ils ont changé de vêtements. Elle a un décolleté très plongeant et je crois qu'elle tient une longue, c'est pas une pipe, je sais pas comment ça s'appelle ce truc pour fumer. Enfin, ils ont très clairement à chaque fois changé de vêtements. Donc l'hypothèse que le vêtement ferait écho à Baise, et pourquoi pas. Mais en tout cas, ça marche très bien. Mais c'est étrange qu'il n'y ait pas eu. Je l'ai jamais lu cette comparaison. Dans les grands couples mythiques contestataires, c'est les deux. C'est les deux grands couples. C'est pour ça que je voulais mettre ça dans le bouquin. Je trouvais que ça marchait bien. Parce que je ne me suis pas du tout intéressé à Mark Twain, par exemple, qui est quand même aussi l'une des choses importantes, je crois, de ce que j'ai raconté, si tant est qu'il y ait quelque chose d'important. Béatrice, vous
cette espèce de difficulté à répondre aux questions concernant les usages, je suis surprise parce que quand on fait ce type de recherche, on croise forcément des gens de l'époque, des témoins, soit qui ont fait des collections, soit qui étaient militants, etc. Et donc, apparemment, en interrogeant ces gens-là, on n'arrive pas, malgré tout, à savoir ce qui se passait. Moi, j'ai pas fait un travail de terrain, D'accord. puisque c'est quand même une invitation, j'avoue, j'ai accepté, mais et j'ai souhaité reprendre cette affiche, mais c'est pas par ce biais-là que je l'ai interrogé dans mes recherches. Donc, il faudrait refaire de nouvelles recherches pour essayer vraiment d'interroger les militants. Mais ça me paraît difficile, en particulier pour cet exemple. Mais si certaines personnes, justement, ont fait ce travail de terrain sur d'autres affiches, s'ils peuvent nous renseigner, ça serait bien, en fait. Ouais. Toutes les personnes qui produisent les affiches Oui. qui sont encore vivantes, je les ai interrogées, soit par mail, soit au téléphone. Parfois, je les ai même interviewées. Je leur ai systématiquement posé la question de l'usage des affiches et vraisemblablement, vraiment, ils m'ont toujours à chaque fois répondu que coller aux États-Unis l'affiche dans la rue, ça ne se faisait pas. Donc, c'est systématiquement, ils contre-collaient les affiches parfois pour les rigidifier sur du carton et ils les tenaient, ils mettaient un bout de bois derrière pour les brandir. Mais coller dans la rue, ça ne se faisait pas. Et je vous donne le seul exemple que j'ai pu avoir à Berkeley, c'est vraiment le fait de les agrafer. Voilà. Mais coller, ça, j'ai jamais vu la moindre image, d'ailleurs, la moindre image d'une affiche collée. Là, l'affiche collée, c'est une pub pour du jean. Hein. Ah oui, c'est encore autre chose. C'est vers l'aéroport, je crois qu'ils ont fait ça. Sinon, j'ai jamais vu d'affiche collée. J'ai rien croisé. Après, quand j'étais dans les archives Brown ou celles du MoMA, c'était pas le questionnement principal. Donc, j'ai pu laisser de côté des choses puisque cette affiche, je l'avais pas sélectionnée à l'époque. Mais j'ai pourtant pas mal regardé de correspondances, etc. Je n'ai jamais rien croisé. Donc l'adresse qui est donnée. Ça, on la connaît bien. C'est la même que Fluxus. On ne sait pas l'adresse qui s'est passée. Oui. Et c'est de l'offset, hein, j'insiste encore là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment un offset sérigraphie, il y a quelque chose à faire. Oui, vous voulez... Oui, juste une remarque sur le... Je crois que la non-diffusion par affichage est avérée sur les États-Unis, mais moi j'ai une remarque de bon sens, cette affiche est en format paysage et pas en format portrait. Or, spontanément, les affichages se font en format portrait, confère tout ce qui s'est fait en 68 en France. Et l'affiche publicitaire avec le jean, avec Baez et Dylan, est aussi dans ce format-là. Donc tout format paysage me paraît contraire spontanément à l'affichage. Et le mode de diffusion qu'évoque Michael Louche sur collé sur un contreplaqué et brandi avec un panneau comme on voit toujours aux États-Unis. De toutes les photos que vous avez montrées des précédentes manifestations droits civiques, les manifestants brandissaient des panneaux avec un format portrait et pas un format paysage. C'est pas tout à fait vrai, si je peux me permettre, puisque l'atelier populaire des Beaux-Arts en 68 utilise aussi bien des formats portraits que paysages. Après, effectivement, il faut voir la taille même de l'affiche. Et dans les manifestations, le format paysage est un peu plus répandu que le format portrait. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup d'affiches en 68 de format paysage. Et l'exposition qui avait eu lieu aux Beaux-Arts il y a 3-4 ans sur le sujet montrait, me semble-t-il... Il y a un petit peu plus de format portrait, mais je peux vous dire que dans la plupart des collections, le format paysage est tout à fait présent. Collection, oui, mais pas en diffusion murale. Oui, oui. Si, enfin, vous n'y étiez pas, moi j'y étais, et on voyait que on voyait pas des formats en largeur. Hein. Les affiches les plus connues, ici en train d'être produites, ça a l'air léger, char-lourd. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas ça d'air léger, char-lourd. Coller des milliers de fois, vous la voyez ici, c'est un format paysage. Là, ils sont en train d'imprimer
ils en ont imprimé une partie des paris. Donc, et là, vous avez un mur, vous avez à peu près deux tiers de format portrait, un tiers paysage. Ça n'a absolument aucune importance dans le domaine de l'affiche sur le fait d'être collé. Elle fait combien 60-80 54 sur 88. 54 sur 88, oui, c'est ça. C'est un petit peu moins que 60-80. Après, c'est le format drapeau, là. Oui, c'est le format drapeau. Oui, c'est le format drapeau. Oui, une autre question? Non, c'est plus pour continuer la réflexion sur la diffusion. En fait, il y a une chose qui a été assez peu évoquée, j'ai l'impression qu'il peut-être compte aux États-Unis. C'est une hypothèse, il faudra vérifier. Mais je sais que dans les années 66-67, si je dis pas de bêtises, les Diggers à San Francisco avaient une production d'images aussi dans le quartier de Haight-Ashbury. Et donc qui est un des centres en fait de la culture psychédélique et du mouvement hippie. Et en fait, une bonne partie des affiches qui sont produites ont l'air d'être diffusées sur les vitrines de leurs locaux et différents magasins. Et donc c'est peut-être je sais pas quelle est la culture du local avec vitrine et pignon sur rue en fait aux États-Unis pour les différents groupes politiques contestataires et éventuellement révolutionnaires. Mais en tout cas, je pense que c'est une hypothèse à creuser. En tout cas, c'est par ailleurs, et quoi qu'il n'y ait pas de référence évidente, la pratique de propagande principale chez les bolcheviks autour des années 20 avec les fenêtres Rosta. Les Rostas, oui, mais ça, pour les Rostas, c'est des locaux, comment dirais-je, militants, tandis que ce que vous évoquiez pour ces affiches, également les libraires aussi, les libraires contestataires. Enfin, je crois qu'en Californie, c'est assez répandu. Et c'est aussi une invitation à une lecture autre, en fait, cette affiche. Je pense qu'il y a aussi la question de la lecture qui est à poser, puisqu'il y a deux types de lecture. Parce qu'il y a un document qui arrive après. Et là, c'est vraiment là. Hein, surtout en Californie, il y avait vraiment cette naissance en fait de la vague d'affiches. Donc beaucoup de gens produisaient des affiches et il y avait des magasins qu'on appelait des head shops, donc dans lesquels on vendait aussi du matériel pour la fumette et des choses comme ça, mais on vendait beaucoup d'affiches. Et effectivement, en général, la devanture des head shops, c'était que des affiches qui étaient collées les unes à côté des autres. C'était en fait les toutes dernières qui venaient de recevoir, et on poussait la porte et puis ensuite on pouvait les acheter. Donc on n'affichait pas dans des endroits qui seraient interdits. Par contre, on affichait sur la vitrine des head shops. Donc c'est le head shop le plus connu à Berkeley. Une des personnalités, c'était Bill Miller, qui s'est ensuite présenté à des élections locales, qui a été arrêté maintes fois, donc, et qui avait vraiment le head shop le plus connu à Berkeley. Je crois qu'on va arrêter un petit peu pour passer à la deuxième partie. Est-ce qu'il y a un moment pour une pause? Oui, du coup, il y a une pause qui est prévue. Donc voilà, normalement, il y a du café. Je voulais juste signaler quelque chose. C'est peut-être de faire attention juste à vos affaires, parce qu'on va pas forcément fermer la salle. Donc peut-être si vous avez l'ordinateur ou le téléphone, vous pouvez prendre avec vous, voilà, au portefeuille, toutes les affaires précieuses avec vous. Voilà. Et à tout à l'heure, et merci beaucoup à tous les trois. C'était très très intéressant. Et pour les discussions.